Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui on se retrouve à Großbiederstroff. Ici on peut profiter paisiblement des bords de Sarre. Est-ce que la météo vous permettra d'effectuer des activités estivales encore demain? On regarde tout de suite les prévisions de Météo France. L'Agglo, acteur de l'écomobilité. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, pour demain le soleil brille largement dans un grand ciel bleu. Les températures minimales seront comprises entre 10 et 13 degrés, les maximales seront comprises entre 25 et 27 degrés, ce qui nous laisse largement de quoi respirer. Demain nous serons le jeudi 1er août, nous fêtons les Alphonses, le soleil nous accompagnera de 6h04 à 21h11. Je vous souhaite à tous de passer une excellente journée sur Mosaïque Cristal et vous dis à demain. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous. Les berges de la Sarre sont situées en dessous du pont de l'Amitié qui relie Großbiederstroff à sa voisine allemande Klein-Blittersdorf. Pendant que je termine de le traverser, je vous propose de faire un tour d'horizon de l'actualité du secteur. Les chiffres du chômage pour le deuxième trimestre 2019 viennent de tomber, on fait le point. En Moselle, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, B et C s'établit en moyenne à 84 830. Ce nombre baisse de 0,6% sur un trimestre et de 3,4% sur un an. Dans le Grand Est, 452 760, c'est le nombre moyen de demandeurs d'emploi en catégorie A, B et C. Ce nombre baisse de 0,5% sur le trimestre et de 2,2% sur un an. Le bilan de 2019 reste encourageant avec une perte d'environ 3000 chômeurs par rapport à 2018. Dans le Grand Est, la diminution des demandeurs d'emploi est plus légère mais notable, soit 9680 demandeurs d'emploi en moins. Les jeunes d'Ambar mettent la main à la pâte. En juillet et en août, toutes les 2 semaines se relaient 6 jeunes âgés de 16 à 17 ans. La mission de ce job d'été, accompagner les équipes des services techniques de la ville en participant à l'embellissement de la commune. Les apprentis jardiniers travaillent 4h30 par jour, soit 22h30 par semaine pour un salaire de 393 €. Au programme, tailler les haies, arroser les espaces verts et bien d'autres tâches encore. Ils vont faire beaucoup de désherbage, parce que c'est l'activité principale qu'il y a en ce moment. Mais durant les 15 jours où ils sont présents par groupe de 6, on va quand même les faire tourner parmi les différentes équipes parce qu'on ne fait pas tous la même chose. On a un collègue qui va nettoyer toutes les places, nettoyer les papiers. Ça, on pense que c'est quand même important pour les jeunes de voir cette partie-là parce que en général, ce sont souvent eux qui dégradent ou qui jettent. Et là, en faisant ça, ils se rendent compte, ils prennent conscience en fait. Cette initiative ravit le personnel municipal. Si c'est un investissement pour la commune, les équipes techniques sont soulagées, le travail se fait dans la bonne humeur et les adolescents font leur premier pas dans le monde du travail. Tout le monde y gagne. La ville d'Ambar a reçu 24 candidatures et 23 ont été retenues. Une fierté pour Daniel Muller, premier adjoint de la commune. Écoutez, pour nous, c'est une première expérience. Ça fait quelques temps qu'on avait voulu embaucher des jeunes pour ce job d'été. Et finalement, donc, on s'est lancé parce que c'est une très bonne expérience pour ces jeunes. Et pour nous, pareil, ça nous fait plaisir de donner du travail à des jeunes du village. Même en période de canicule, pas de surmenage. Les jeunes ont le droit à des pauses, ce qui rend le travail supportable. Les adolescents ne retiennent de ce job d'été que du positif. Franchement, ça s'est relativement bien passé. On a pu faire plein d'activités différentes et puis on a pu un peu découvrir aussi le métier. Et moi, j'ai bien aimé ces 2 semaines. Ouais. Et moi je trouvais que c'était sympa parce que déjà l'équipe était vraiment sympa avec nous, ils nous ont bien pris en charge et pareil on a pu faire beaucoup d'activités, voir un peu tous les aspects et puis franchement la première semaine elle était un peu dure parce que c'était dur de se mettre dans le bain mais la deuxième c'est passé super vite. En bref, une expérience réussie que la ville souhaite réitérer l'année prochaine.
Une page se tourne pour le Sarreguemines Football Club. Finalement maintenu en National 3, le club de Sarreguemines fait table rase du passé et repart sur de nouvelles bases. Un projet de restructuration a été mis en place et l'investissement des troupes est de rigueur. On est parti sur un nouveau chapitre avec beaucoup de départs sur des joueurs confirmés de l'équipe 1. On a gardé une ossature de 6-7 joueurs qui ont joué régulièrement l'année dernière, mais tous les autres, ce sera soit des recrues qui sont forcément jeunes aussi, ou alors des jeunes du club qui vont être appelés à mettre le pied à l'étrier. L'équipe réserve aussi sera très jeune, puisqu'elle sera composée, on va dire, avec une grosse ossature de l'équipe U19 de l'année dernière. Donc c'est aussi aux jeunes garçons, de prendre leur responsabilité et de franchir un palier cette année. Dans l'équipe 1 du SFC, 8 nouveaux joueurs, dont Adel Gendez, de retour au SFC après un passage par l'US Sarre-Union, Alexandre Mendy de Sarrebruck ou encore Gabriel Barrière, un gardien de but qui nous vient du Pays Basque. Les 3 mots d'ordre de ce nouveau départ, maintien, humilité et travail. Après cette intersaison compliquée, l'équipe du SFC devra rester motivée malgré l'effectif réduit des joueurs sur le terrain. Il est moins fourni en quantité. C'est ça la grande différence qu'il y a par rapport à l'année dernière. On a gardé quand même des joueurs de qualité. Par contre, c'est sûr que je n'aurai pas la même rotation que l'année dernière. Je n'aurai pas un groupe de 24-25 joueurs comme l'année dernière. J'aurai un groupe de 18 à 20 joueurs maximum qui pourront prétendre à jouer en N3. Donc il faudra espérer durant la saison qu'on ait moins de blessures et moins de suspensions que l'année dernière. Quelques ombres au tableau subsistent encore avec une restriction budgétaire de plus de 40% et un staff technique et conduit. Mais pour l'instant au programme, entraînement soutenu et préparation physique, un rythme intense qui, on l'espère, leur permettra de réussir. Se prélasser au soleil n'a pas que des avantages. Si on ne se protège pas correctement, il existe des dangers à court et long terme. Les risques à court terme du soleil sur la peau directement, ce serait, je dirais, ce qu'on appelle une lucite, à savoir une allergie au soleil, qui se manifesterait par des petites cloques d'eau au niveau cutané, que la personne aura tendance à gratter jusqu'au sang des fois. Et donc on est obligé ces lucides de traiter par crème ou par antihistaminique pour éviter que la personne ne se gratte au sang. Et à long terme, le principal souci que je verrais, ce serait donc le mélanome. Quand on parle mélanome, généralement, les gens pensent tout de suite cancer. Donc il y a différents stades de mélanome, après, il faut voir. Mais effectivement, ça peut aller jusqu'au cancer de la peau et jusqu'au décès de la personne suite au soleil. Et tout le monde peut être touché. Alors les consignes sont simples, évitez de vous exposer aux heures les plus chaudes et utilisez de la crème solaire aux indices de protection élevés de manière régulière. Des gestes simples et qui ne vous empêcheront pas de bronzer. Soigné sous un soleil de plomb, le deuxième épisode caniculaire se fait sentir pour le personnel médical et les patients de l'hôpital Robert Pax de Sarreguemines. La Moselle, comme la majorité des départements français, voit les thermomètres s'affoler jusqu'à plus de 40 degrés. La vigilance orange canicule a été établie par la préfecture du département. Des dispositifs ont donc été mis en place pour prévenir les risques sanitaires liés à la chaleur, notamment en gériatrie, où on donne une attention particulière aux personnes âgées. Après, on leur met la clim, à chacun dans la chambre, sauf ceux qui ne la veulent pas. En général, on leur ferme le volet aussi pour ceux qui sont assis près des fenêtres ou qui seraient sujets à avoir le soleil qui tape sur eux. On a des brumisateurs aussi qu'on leur met à disposition pour pouvoir se rafraîchir. Mais elles ne sont pas les seules à subir la hausse du mercure. Le personnel médical, lui aussi, doit supporter ces températures écrasantes, des conditions de travail devenues plus pénibles. C'est plus dur parce qu'on travaille dans des conditions plus difficiles parce qu'il fait plus chaud. Donc voilà, on a plus d'actes auprès des patients aussi au niveau de la chaleur. Un dévouement très apprécié par ces personnes fragiles, elles-mêmes conscientes des dangers que peut provoquer notre soleil. On se s'occupe très bien de nous, oui. Moi, naturellement, quand il fait tellement chaud, je fais quand même un peu attention de ne pas aller trop dans le soleil. Parce que je me dis toujours, on ne sait jamais, à mon âge, ce qui peut arriver. Et parmi toutes ces mesures, l'hydratation est la plus importante. Les différents services disposent d'une fontaine à eau. Pour les patients, le nombre de tournées d'eau fraîche a été augmenté. On a à boire à volonté. Quand on n'en a plus, on demande, on en reçoit. On a du champagne sans bulle, mais ça fait rien. Il en va de même à la maternité, où les jeunes mères et leurs nouveau-nés sont sous une surveillance accrue.
L'équipe encadrante pédagogue n'hésite pas à faire de la prévention auprès des parents. Tout ce qui est évidemment hydratation, qu'il faut alimenter ou donner à boire à son bébé. Tout dépend après s'ils sont au biberon ou à l'allaitement. Allaitement à la demande, on les rend attentifs au fait que l'enfant pourra venir téter de façon beaucoup plus fréquente. Et après tout ce qui concerne l'habillage. Et en attendant que cette fournaise disparaisse, ces êtres sensibles peuvent se rassurer. Ils sont sous bonne garde. Je vous propose maintenant de découvrir le portrait de Brigitte Leichner. Elle intègre la chorale Noesis de Bitche à ses 17 ans et depuis 2004, elle est la présidente de l'association. Elle nous parle de sa passion en images. Quand je suis rentrée dans la chorale Noesis, j'avais 17 ans. Je fais du piano depuis l'âge de 7 ans. J'ai une formation assez classique parce qu'à l'époque, mon professeur était un professeur de l'ancienne école, donc j'ai surtout appris du Mozart, du Chopin, Beethoven, ce genre de choses au piano. Quand on m'a proposé d'intégrer la chorale, je me suis mis au synthé. Noesis, ça veut dire âme, esprit, donc ça résume bien un petit peu. C'est l'esprit qui nous guide et qui nous pousse à aller de l'avant. Il faut savoir qu'au début, on dépendait du conseil de fabrique et puis ensuite, on a créé une association pour être un peu plus autonome. Depuis que l'association a été créée en 2004, je suis la présidente et donc chef de chœur aussi, puisque c'est moi qui mène les répétitions, qui prépare les chants qu'on va apprendre. Quand on anime une messe, par exemple, je prépare le programme de la messe, tous les chants qu'on va chanter. Et donc de mener la répétition. Quand on arrive, on échauffe les voix, on échauffe le corps un petit peu. Et ensuite, je fais répéter les jeunes, donc ensemble avec les autres musiciens. Notre chorale n'est pas une chorale traditionnelle, elle est accompagnée par un orchestre. Nous avons un synthé, nous avons une batterie, une guitare, une basse, une flûte, un violon. On ne fait pas que des chants d'église, on fait aussi d'autres chants, plein de choses différentes. Le chef de chœur, en général, il est devant, il dirige. Moi, c'est pas trop le cas. Moi, je suis au synthé. Et quand il faut apprendre les chants, je me mets devant avec les enfants et puis je suis accompagnée par le guitariste. On est toute une équipe chez Noesis. C'est pas que moi. On prend des décisions en équipe, on le prépare en équipe et puis en concertation avec les jeunes pour vraiment satisfaire un petit peu leur goût. Au départ du fondateur, il a fallu prendre une décision, soit arrêter, soit de continuer. Et moi, j'avais envie de continuer avec les jeunes qui étaient là. Et après, c'est devenu, pour moi, c'est ma raison de vivre. Donc, c'est devenu une passion et voilà, je respire Noesis, je pense Noesis. La passion de Clément Gros, c'est la philatélie. Il est d'ailleurs le président du club philatélique et numismatique du Pays de Bitche. Mais avant ça, tout a commencé en 1989 lorsqu'il était enseignant à Rohrbach-les-Bitches. Il a décidé de monter une collection de timbres pour ses élèves. Une très belle histoire à découvrir tout de suite. Comme tout le monde, j'ai commencé à collectionner, à remplir des cases, à acheter à la poste les timbres qui paraissaient. Mais très vite, je me suis rendu compte que ça n'a aucun intérêt. Il faut avoir un gros portefeuille et puis voilà, donc ça n'a aucun charme.
Une collection thématique, ce n'est pas que du timbre. Le timbre, c'est un péage, un droit qu'on paye à la poste pour qu'elle nous transporte le courrier. Mais en amont et en aval, il y a l'expéditeur, il y a le destinataire. Et tout ce monde-là, quelque part, il peut avoir de l'intérêt dans la présentation d'une collection. On va retrouver des enveloppes entières, on va retrouver des morceaux, on va trouver des timbres détachés. La main, c'est une collection où j'ai travaillé pendant 30 ans, à peu près. Sur cette page-là, j'ai 3 éléments qui sont particuliers. Dans les entreprises, vers 1920 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la Poste a autorisé la perforation de timbres, qui est en fin de compte une annulation de timbres, pour que les employés ne leur volent pas les timbres d'entreprise. Sur la main, par exemple, il existe 3 perforations. Une en France, une en Allemagne, une en Autriche, et les 3 sont des manufactures de tabac. Et en les ayant en main, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 positions de main, comme ceci. Quand il perforait, il pliait les timbres en accordéon. Ça donne une symétrie dans la figure, quoi. En ce moment, je suis en train de monter une collection. C'est la propagande du V, Victoire, Victory, Victoria, etc. pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est avéré que la Poste a servi pour la première fois de support de propagande à des fins politiques. Au départ, je m'étais dit, bon, je vais faire une dizaine de pages pour illustrer le sujet. Là, actuellement, je suis à une collection de 64 pages. Je ne sais pas si ces collections vont prendre de la valeur, mais moi, c'est surtout la recherche de documents et la recherche du texte qui va étayer le document que je présente. Je suis pratiquement tous les soirs, je cherche sur Internet parce que c'est devenu un outil incontournable. Ça nous permet de trouver des choses insoupçonnables. On se retrouve dans un instant pour découvrir d'autres passionnés. À tout de suite. L'assainissement avec le SDEA, des professionnels au service de tous au pays de Beach. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des menus pour tous les goûts avec le wrap Viva Mexico et le hamburger Bacon New York. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, profitez d'un instant fraîcheur avec nos délicieuses glaces. Il y a forcément un parfum dont vous raffolerez. Le restaurant Victoria à Vitre, disposant d'un cadre idyllique avec sa terrasse au bord du canal, vous apporte une nouveauté pour cet été. Des viandes d'exception placées dans sa nouvelle chambre de maturation et son sel rose de l'Himalaya. AVS Médical vous propose sa gamme de fauteuils releveurs électriques. Pour vous asseoir et vous relever sans difficulté, choisissez parmi une quinzaine de modèles, coloris et matériaux différents à partir de 200 €. Bénéficiez de la livraison et de l'installation gratuite à domicile. Venez les essayer chez AVS Médical à Sarreguemines et Forbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Avant, Marie était mal à l'aise en communauté, mais depuis son passage à la passion de l'audition, elle n'est plus la même. Avec une solution adaptée, elle sort, voit du monde et peut même à présent apprécier les spectacles. Si comme elle, vous souhaitez changer de vie, rendez-vous à la passion de l'audition. Entendre n'est plus un luxe, mais une nécessité. Toutes les tendances déco sont chez Pink, saison par saison. Et pour toutes les occasions, votre paradis déco vous accueille sur plus de 1000 mètres carrés. Venez chez nous. En plus, le parking est gratuit à l'arrière du magasin. Pink, à Sarrebruck, à côté de l'Europa Galerie.
Eurmingen célèbre le Zwiebelfest les 3 et 4 août. C'est la grande fête de l'oignon sous chapiteau. Entrée gratuite et soupe à l'oignon offerte pour tous. Elsace Power, Nico Names, Pauline et le fameux duo Vincent et Fernando feront le show. Agi Fermeture, le spécialiste de vos fenêtres, portes de garage, portes d'entrée et de vos portes intérieures. Agi Fermeture, une équipe au service de vos projets. Beaucoup d'entrepreneurs souffrent de troubles du sommeil. C'est ce qui ressort de l'étude sur la santé de ceux qui entreprennent, menée par la Fondation MMA des entrepreneurs du futur. Hervé Frapsos, son président, nous alerte sur l'importance du sommeil pour agir sur sa santé et sur celle de son entreprise. Les entrepreneurs dorment moins que la moyenne des Français. Pourtant, le sommeil est fondamental pour l'équilibre de l'entrepreneur. 23% révèlent qu'ils ont eu des troubles du sommeil au cours des 12 derniers mois. Des chiffres préoccupants qui montrent la nécessité pour les entrepreneurs d'améliorer leur sommeil pour agir sur leur santé et sur celle de leur entreprise. Patrick Lemoine, psychiatre spécialiste du sommeil, nous explique pourquoi le sommeil est primordial. Première chose, peut-être pas la moins importante, c'est très agréable une bonne nuit de sommeil. Deuxième chose, peut-être non négligeable non plus, bien dormir permet de vivre plus vieux, en bonne santé, surtout si on dort de la façon pour laquelle on a été programmé. Troisième chose, on se repose, on trie les souvenirs et on mémorise ce qui apparaît comme pertinent. De plus, quand on dort bien, on fabrique des hormones qui permettent d'éviter de ne pas ressentir de la satiété et donc d'éviter de prendre du poids, éventuellement de développer un diabète si on a des gènes de vulnérabilité. Le système immunitaire a été réinitialisé toutes les nuits, ce qui évite des infections, des cancers. On nettoie son cerveau toutes les nuits, ce qui évite des accumulations de toxines. On baisse le stress, la tension artérielle, ce qui évite les AVC, les infarctus. Et enfin, on arrive à être beaucoup plus zen, beaucoup plus heureux. On vit bien. Alors dormez bien. Pierrette Jagger peint depuis plus de 20 ans. Après avoir réalisé de nombreux tableaux à la peinture à l'huile, elle a choisi de réutiliser une technique picturale particulière, l'aquarelle. Pierrette Jagger s'est entraînée au quotidien avec de grands artistes et aujourd'hui, elle nous dévoile ses réalisations et nous délivre son précieux savoir. Je peins depuis 22 ans maintenant. Puis comme disait Gérard Ouvert, qui était mon grand ami en peinture, il disait c'est que les 40 premières années qui sont difficiles. Donc j'ai encore un peu de marge. J'ai commencé donc avec des cours de dessin, des cours d'aquarelle. Après j'ai travaillé la peinture à l'huile pendant une dizaine d'années. Et cela fait maintenant 4-5 ans que j'opte un petit peu vers l'aquarelle, en ayant fait des stages avec des grands aquarellistes comme Janine Galizia, Marc Folly, Xavier Solf. L'aquarelle qui est une autre technique qui se travaille avec des pigments, de l'eau. Une aquarelle pour moi, c'est de la patience. C'est un compromis, c'est une compréhension, c'est une adaptation et c'est une observation. On part toujours d'un dessin très précis au départ et après réussir à l'abstraire avec un jeu d'eau, de couleurs, de pigments, gestuellement. En plus avec des gros pinceaux, se libérer. Voilà. Donner vie à une aquarelle, techniquement, c'est ce qui est le plus difficile. Alors qu'en peinture à l'huile, on peut retravailler, retoucher. Une aquarelle, pour qu'elle soit lumineuse, transparente, elle est réalisée d'un geste. L'aquarelle nécessite beaucoup de techniques et beaucoup de travail quotidien. Parce que quand on s'arrête d'aquareller, on met 2 jours à retrouver son geste. Puisque tout se passe dans l'intelligence du pinceau, dans le poignet. Je travaille de temps en temps à l'extérieur, donc des sujets, des paysages. Mais comme toujours, j'aime bien interpréter la femme, donc je l'interprète également en aquarelle.
J'ai fait un carnet de voyage à Venise, donc j'ai travaillé sur Venise, la Toscane, puisque j'étais aussi en Toscane. Faire des carnets de voyage est quelque chose de très intéressant et important pour l'artiste, puisqu'on s'installe en plein centre-ville. Au lieu de prendre des photos, on fait des dessins et après on les exploite pour en sortir des tableaux, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de ne pas s'enfermer dans un système et de toujours créer. Avant de devenir artisan sabotier, Manuel Petrazzoler travaillait chez un équipementier automobile. En parallèle de cette activité, il décide de travailler avec son beau-père qui tient un atelier à Sourtes, le village des sabotiers. Et très vite, il est pris de passion par le métier et surtout par la matière première, le bois. Il prend donc la décision de monter son propre atelier à Philipsbourg en 1996. Je vous laisse en sa compagnie. Excellente journée à tous. À bientôt. Je travaillais chez Ina Roulement à Guenot. La ferraille ne m'a jamais trop intéressé. Et j'ai suivi le beau-père. Je lui ai aidé après mes heures de travail à Ina. Et puis, à force d'aider, je me suis formé chez lui. Et c'est devenu une passion. C'est une autre matière, c'est un peu plus chaud que le fer. Il y en a qui préfèrent le fer, moi je préfère le bois. C'est vivant. Le premier truc, c'est le choix du bois, que ce soit de l'aulne, du peuplier, du saule. Ça dépend des sabots qu'on veut faire. La deuxième étape, c'est dégrossir le sabot, faire une grosse ébauche. Après, on fait la forme extérieure, la forme intérieure. On termine au parroir et après, on laisse sécher. Et le plus intéressant, qui valorise un peu plus le produit, c'est la finition. Le ponçage, vernissage, pyrogravure, peinture polychrome, sculpture. Je me suis diversifié surtout pour ne pas faire toujours la même chose. Suivant les saisons, que ce soit Pâques ou Noël, on fait des créations, des nouveautés, des sapins, des couronnes de lavande, des bougies, tout ce qui est déco intérieur et extérieur. Je sors complètement du contexte du sabot et puis c'est vraiment le fait de créer, de partager aussi, parce que bon, il y a beaucoup de gens qui viennent à la saboterie. Ils disent tiens, on ne savait pas que tu faisais ça aussi. Ils sont un peu ébahis parce qu'il n'y a pas de magasin typique en Lorraine ou même en Alsace. Il n'y a pas de magasin aussi fourni en nouveautés. Quand ils viennent ici, ah, ça existe dans le Beachland. Je vis bois tous les jours, c'est vraiment ma passion. Je me couche avec du bois, je me lève avec du bois. Le bois est toujours omniprésent. Aucun métier est facile, mais quand on a la passion du métier, on fait tout pour que ça marche. Les grosses périodes d'été, je ne suis pas là le week-end, pour la bonne et simple raison, je vais en Belgique, je vais un peu partout, sur les grosses fêtes médiévales, artisanales, pour vendre mes produits. On ne devient pas riche en étant artisan, on survit. Moi, l'avenir, je le vois ici à Philipsbourg et continuer dans ce sens où ça me plaît, c'est le plus important.